dans cette édition que nous démarrons avec le procès des 8 libéraux arrêtés lors des manifestations du samedi dernier. Et ils sont jugés ce matin au palais de justice. Nous allons retrouver Mody Gueye. Mody, bonjour. Mody Gueye, bonjour. Mody Gueye, bonjour. Alors, Mody, nous allons certainement revenir vers lui avant la fin de cette édition. Je le disais tout de suite, le procès des 8 libéraux arrêtés lors des manifestations de samedi dernier à la place de l'Obélisque. Toussaint Manga et compagnie seront fixés sur leur sort dans quelques heures. À la permanence du Parti démocratique sénégalais, l'heure est au dernier réglage selon les libéraux et leurs camarades du Front patriotique pour la défense de la République. Ils sont déterminés à tenir leur sitting ce mercredi à partir de 15h. Mais avant cela, nous allons retrouver Mody Gueye en direct du palais de justice. Mody, bonjour. Bonjour Fatima. Mody, qu'est-ce qu'on peut retenir sur le procès des jeunes libéraux? Alors, Fatima, retenez que l'audience initialement prévue à 10h n'a toujours pas démarré, mais je peux vous confirmer que le procès aura bien lieu à la salle 7 du tribunal régional hors place de Dakar. Pour rappel, ils sont au nombre de 8 et sont poursuivis pour rassemblement non autorisé et trouble à l'ordre public, même si les prévenus, la cour ou les avocats de la défense ne sont pas encore présents dans la salle. Il y a une forte mobilisation des militants du Parti démocratique sénégalais, en majorité et des jeunes. Ils ont pris d'assaut dès les premières heures de la matinée la salle 7 du tribunal du palais de justice de Dakar. Et en ce moment, c'est une salle bondée de monde où les forces de l'ordre, où la forte présence des forces de l'ordre est aussi notée, qui filtrent les entrées et les sorties dans la salle aussi pour dire que la sécurité est renforcée dans cette salle, comme à la salle 4 où le procès Karim Wade se poursuit aussi, Fatima. Mody Gueye, merci. Il suit ce procès pour nous et nous allons certainement le retrouver dans nos prochaines éditions. Je le disais tantôt, à la permanence du Parti démocratique sénégalais, l'heure est au dernier réglage selon les libéraux et leurs camarades du Front patriotique pour la défense de la République. Ils sont déterminés à tenir leur sitting cet après-midi à 15h à la place de l'Obélisque. Nous allons certainement retrouver Mayoro Faye, le chargé de la communication du Parti démocratique sénégalais. Mayoro Faye, bonjour. Oui, bonjour madame. Alors Mayoro, le sitting a été finalement autorisé. Nous le croyons bien, même si jusqu'à présent nous n'avons pas encore reçu la notification de l'autorité compétente, mais les informations qui nous sont parvenues nous disent que le rassemblement est accepté et sera encadré. Alors, Mayoro, quelle est l'ambiance qui prévaut actuellement à la permanence du Parti démocratique sénégalais? C'est une ambiance de mobilisation. C'est une ambiance de mobilisation. Hier, déjà, le comité d'organisation avait fini avec les derniers réglages et que nos responsables, particulièrement au niveau de la région de Dakar, notamment dans les départements de Guédiawaye, Pikine, Rufisque et Dakar étaient déjà à pied d'œuvre et que véritablement nous allons réussir le défi de la mobilisation, de l'organisation et du contenu. Mayoro Faye, merci. Il a dit, le sitting du Front patriotique pour la défense de la République, c'est cet après-midi à 15h à la place de l'Obélisque. Le mouvement Y en a marre a décidé de ne pas participer au sitting du Front pour la défense de la République prévu ce mercredi. Annonce formulée par le coordonnateur du dit mouvement, Fadel Barro, qui estime que les libéraux se battent pour leurs propres intérêts. Je vous propose de l'écouter au micro de Cheikh Tidiane Dione. Y en a marre n'est pas invité à cette marche et Y en a marre ne peut pas participer à une marche où il s'agit de défendre la liberté d'une personne, d'une seule personne qui est poursuivie par la justice au moment où combien de fils de badolo, comme on le dit dans ce pays, croupissent dans les prisons à cause des longues détentions. Combien de simples voleurs de pain, combien de gens sont encore là dans les geôles. On ne parle pas d'eux. Cet argent dont on parle, même si c'est 1 milliard de francs CFA, même si c'est 1 million de francs CFA, même si c'est 5 000 francs, même si c'est 1000 francs CFA, c'est l'argent des Sénégalais. Et qu'on doit poursuivre l'enquête jusqu'au bout. Ce n'est ni Macky Sall,
ce n'est ni Abdoulaye Wade, ce n'est ni personne d'autre qui doivent décider si on l'arrête ou pas. C'est à la justice sénégalaise d'éclairer cette situation, d'éclairer ce dossier, pour que demain, qu'on n'ait pas, n'est-ce pas, de pareils actes. C'est de ça qu'il s'agit. 99 milliards de crédits découverts dans des comptes à Julius Baer, une banque sise à Monaco, entre des virements de retrait et autres opérations de versement en espèces ont transité dans 30 comptes bancaires appartenant à Bibo Bourgi, Karim Abou Khalil Bourgi, Mamadou Pouy et Karim Wade. Les co-prévenus de Karim Wade ont rejeté le rapport et exigent une contre-expertise. C'est un récit signé à Diatala. Déclarations sur l'analyse des opérations sur les comptes logés à Julius Bank à Monaco ont révélé des secrets. Ce n'est pas moins de 99 milliards de crédits qui ont été dénichés dans des transactions entre les virements, les retraits et les versements en espèces dans 30 comptes de sociétés, dont près de 20 d'entre elles ont comme actionnaires et bénéficiaires économiques Bibo Bourgi, Karim Abou Khalil Bourgi et Mamadou Pouy. Un seul compte est attribué à Karim Wade, crédité d'1 milliard 240 millions. Les 99 milliards ne constituent pas le montant exhaustif selon l'expert comptable Abou Mbaye Sall désigné par la CREI pour mener l'enquête. Il déclare que certaines sommes n'ont pas été prises en compte dans le rapport. Un rapport contesté par les co-prévenus de Karim Wade, notamment Bibo Bourgi et Mamadou Pouy, en l'absence de leurs avocats. Ils ont sollicité une contre-expertise du rapport. Un autre dossier qui a intéressé la Cour, c'est Harsand qui est sous administration provisoire. Là également, l'administrateur provisoire Ibrahima Diop a soulevé des irrégularités dans une opération de change des baux entre l'État, un promoteur immobilier du nom de Abdou Moudi Ndiaye et Harsand. Via une diapositive, l'expert expose les anomalies dans l'attribution des terrains à la société Harsand appartenant à Bibo Bourgi. L'administrateur parle d'opérations énigmatiques, notamment dans le rapport de mise en valeur fictive du cadastre. L'audition d'Ibrahima Diop reprend ce mercredi, suivi de la confrontation avec Bibo. Adiatala, merci. Au lendemain de la cérémonie d'incinération de la loi cadre portant réforme le statut des universités publiques du Sénégal, la FENAPES et le ministère de l'Enseignement supérieur, pas du tout d'accord avec la démarche du SAES. Pour eux, ces enseignants-chercheurs ont violé l'esprit républicain. Ils pouvaient mener le combat sur le plan juridique au lieu d'une incinération. Le ministère de l'Enseignement supérieur est tout de même prête à négocier sur les décrets d'application. C'est un reportage signé Aminata Mbaresso, Mohamed Dien, Matardia. Un texte de loi réduit en cendres. Le geste est du syndicat autonome des enseignants du supérieur en contestation de la loi cadre relative aux universités publiques sénégalaises. Je ne l'aurais jamais fait par civisme. Si ces enseignants-chercheurs qui sont censés être des modèles brûlent une loi, est-ce que demain, il pourrait condamner un enseignant un étudiant qui brûle un bus? La loi là, il faut la promulguer et l'appliquer. Ces deux entités dénoncent la démarche des syndicalistes. Pour elles, la bataille pourrait être menée autrement. Il y a une voie pour attaquer une loi. Et il me semble que des enseignants-chercheurs, plus généralement des intellectuels, ne peuvent pas brûler du savoir. On combat le savoir par le savoir. Moi, je pense que le SAES est composé d'éléments qui, normalement, devraient se référer à la loi. La loi cadre, à l'origine de la colère de ces universitaires, le ministère de l'Enseignement supérieur, toujours ouvert aux discussions. La loi est déjà votée, ça c'est déjà acquis. Maintenant, une loi cadre, ça donne juste une orientation. Maintenant, il y a les décrets d'application qui viendront préciser certaines choses. Et par rapport à cette question-là, nous les appelons autour de la table de discussion. Pour montrer leur désaccord sur certains points contenus dans le nouveau texte, parmi lesquels la composition du nouveau conseil d'administration, le SAES avait entamé des débrayages, un plan d'action parmi tant d'autres qui risquent de plomber à nouveau les universités publiques sénégalaises. Aminata Mbaresso, merci. Et puis en sport, Cannes 2015, les demi-finales démarrent ce mercredi après-midi avec l'affiche Côte d'Ivoire, République démocratique du Congo. La Fédération sénégalaise de football a tenu son premier comité exécutif après la Cannes 2015. La démission réclamée par bon nombre de Sénégalais n'a pas été à l'ordre du jour. Le bureau fédéral a tiré le bilan de l'échec équato-guinéen avant d'ouvrir des perspectives. C'est un compte rendu signé Pape Chertiak.
La démission de la Fédération sénégalaise de football, réclamée par une bonne frange de la population, après une médiocre participation à la 30e édition de la CAN, n'a pas été à l'ordre du jour du premier comité exécutif post-Coupe d'Afrique 2015. L'instance fêtière s'est plutôt attelée à tirer le bilan de la déconvenue équato-guinéenne et à ouvrir des perspectives. Le comité exécutif de ce matin portait à son ordre du jour plusieurs points. Le premier point saillant, qui était le deuxième point de l'ordre du jour, concernait le bilan de la CAN 2015 et les perspectives. Si Maître Augustin Senghor reconnaît l'élimination dès le premier tour comme un échec, la responsabilité est toutefois partagée. Tout n'a pas été parfait. Il y a eu des manquements, des failles qui ont fait que certaines choses ont pu se passer. Il y a eu des manquements qui ont fait que sous les aspects de choix de l'entraîneur, comme on l'a dit, sur le deuxième match, à chaque fois qu'il y a eu match, les veilles de match, nous avons tous été témoins dans l'hôtel, devant la piscine, sur la terrasse, entourés de tous ces adjoints, ils ont eu à discuter des classements. Et chaque jour de match, après le petit déjeuner, il y avait réunion technique pour préparer la liste des joueurs. Donc je ne veux pas qu'on galvaude l'information et qu'on veuille, parce que GS n'est plus là, lui faire porter à lui seul tout le chapeau. Il faut que chacun d'entre nous accepte de prendre sa culpe et de prendre sa part de responsabilité. Sinon, je pense qu'on ne serait pas honnête avec nous-mêmes. Le bilan de la CAN 2015 a ainsi été décliné en 5 points focaux. La page de la CAN 2015 tournée, l'équipe fédérale se projette sur les prochaines échéances. La CAN U20 Sénégal 2015, les qualifications à la CAN 2017, celle pour le Mondial 2018 et la participation des clubs locaux aux compétitions africaines sont déjà dans la ligne de mire du bureau fédéral en poste depuis 2009. Pape Cheikh Diack, merci. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur la TFM.